sommes rassemblés dans cette salle à l'occasion du vernissage de l'ouvrage intitulé Traité des crimes internationaux, troisième édition, un ouvrage d'une richesse intellectuelle et scientifique incommensurable. Nous allons donc vous présenter l'articulation de notre cérémonie de ce jour. Tout de suite, après l'hymne national, nous allons suivre une projection vidéo qui va nous présenter l'auteur de l'ouvrage, qui n'est autre que le général Laurent Mutata-Luaba, une sommité scientifique incontestable. À son sujet, je me permettrai de dire, avant de donner la parole au professeur qui va le présenter convenablement, je me permettais de dire qu'il y a les qui me disaient souvent, on peut être intelligent, mais avoir l'intelligence d'utiliser l'intelligence, ça c'est autre chose. En lingala, on va dire, Tozana Maïle et Bissonyon, mais Tozana Maïle, la Maïle. Ça c'est le professeur Laurent, le général Laurent Mutata-Luaba. Donc après cette projection, nous allons suivre le commentaire ou un mot du professeur Juan Bameme qui va dire un mot. Ensuite viendra le baptême de l'ouvrage par la première présidente du Conseil d'État. Il y aura un mot de l'auteur de l'ouvrage. Après ce mot, nous avons quelques exemplaires de platine, s'il vous plaît. Des exemplaires de platine qui seront vendus à un prix de platine aussi. Et nous allons inviter quelques personnalités qui sont dans cette salle à se procurer de cet ouvrage qui aura un prix assez spécial. Pour l'instant, nous vous prions d'accueillir, nous invitons donc le professeur Ouame Bameme pour le mot qu'il a préparé à l'occasion de cette journée. Madame la Première Présidente du Conseil d'État, distingués invités, tout protocole observé, comme le modérateur venait de le dire tantôt, le général Laurent Mutata-Luaba présente pour la 3e fois son ouvrage intitulé Traité des crimes internationaux, publié par l'édition du service d'études et des documentations du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Par concours de circonstances, je vous épargne les détails. Il m'a fait l'honneur de me confier la lourde tâche de présenter à votre prestigieux panel les grandes articulations de sa production scientifique. Je me dois de l'en remercier. Mais bien avant toute chose, je voudrais remercier ma hiérarchie, ici présente dans la salle. Puisque pour un magistrat n'étant pas en vacances, la seule invitation du général ne suffisait pas. Il fallait en plus l'autorisation de mon chef, aussi bien pour participer à cette importante activité que pour m'y exprimer comme je le fais maintenant. Je m'en vais citer donc la première présidente du Conseil d'État, Mme Marthe Odieu-Nondé, qui nous a autorisé de participer à cet événement de très haute facture scientifique et surtout devant ce parterre d'acteurs de justice hautement qualifiés que vous êtes. Madame la Première Présidente, honneur à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai eu le privilège de lire la 3e édition de l'ouvrage que nous célébrons aujourd'hui. Je l'ai parcouru dans ses différents aspects. Je l'ai tourné et même retourné. D'emblée, je dois avouer que le texte est accrochant.
il est innovant, il est enrichissant. Pour vous en donner une idée, je m'en vais vous le présenter. Présenter donc l'ouvrage. Mais j'ai opté pour deux axes. D'abord, je vais vous présenter la forme de l'ouvrage. Ensuite, je vais vous présenter le fond. Commençons par le commencement. Le document que l'auteur a produit s'apprécie dans la forme en s'intéressant au volume et dans les articulations. Voici donc l'ouvrage que nous célébrons. Si donc nous sommes dans cette salle, c'est parce qu'il y a cet ouvrage. Et à ce point, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Si on me le permet, je peux rentrer m'asseoir. J'ai fini la présentation de l'ouvrage. Mais non, je sais que si je rentrais m'installer, le général m'en voudra. Je sais également que vous allez m'en vouloir, ça c'est sûr. La raison, c'est que je ne vous aurais pas encore livré différents autres secrets qu'il faut considérer plutôt comme des merveilles. Tenez, l'ouvrage qui nous réunit ici a un volume important. L'auteur procède à l'analyse des questions essentielles de sa thématique choisie sur, je vous le dis bien, 912 pages de texte. Hormis les prolégomènes, 912 pages de texte. La répartition est faite comme suit. La page de garde est de fond blanc, vous l'avez vu, avec une dominance verte à la déventure, où l'on trouve l'intitulé et aux abords. C'est juste au-dessus qu'est placée la jolie photo de l'auteur, avec sa tenue d'apparat, son regard perçant, ses galons imposants et l'emblème national flottant à l'épaule gauche. 8 pages présentent le prolégomène. 10 pages sont réservées à l'introduction. 167 pages sont consacrées à la première partie de 3 titres. 121 pages sont consacrées à la deuxième partie des 2 titres. 115 pages se rapportent à la troisième partie comptant 3 chapitres. 77 pages sont réservées à la quatrième partie de 3 titres. 363 pages sont consacrées à la cinquième et dernière partie de 3 titres. 2 pages supplémentaires sont réservées à la conclusion sommaire. Et je ne sais même pas pourquoi il appelle cela sommaire. Parce que c'est une conclusion qui reprend l'essentiel. Et alors, l'essentiel même de l'ouvrage. 28 pages portent la bibliographie et autres références. 34 pages portent la table des matières de l'ouvrage. Et la série sur le gâteau, c'est que l'ouvrage compte 2283 notes de bas de page. Un travail laborieux. En ce qui concerne les articulations, l'ouvrage s'articule autour de 5 parties comme nous venions de dire tantôt. La première partie porte sur les principes régissant les poursuites et ou la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La deuxième partie sur l'action complémentaire de la Cour pénale internationale. La troisième sur l'itinéraire judiciaire à risque pour les incriminés. La quatrième sur les conflits armés par procuration subie par la RDC. Et la cinquième se rapporte à l'analyse détaillée des crimes prévus par le statut de la Cour pénale
international. J'y reviendrai dans le fond. Mais disons que dans l'ensemble de ces 5 parties, constituées des titres, des chapitres et des sections, sans oublier des paragraphes, des points et des sous-points, l'ouvrage est rédigé dans un style agréable. Le texte est lisible, clair et compréhensible. Nonobstant la complexité de la matière pénale traitée, le général Laurent Mutata s'est évertué tant qu'il le pouvait à la décomplexifier. L'ayant lu, je peux vous assurer que le document que voici est méticuleusement à jour. Des réformes, je dis bien, de fin décembre 2022, suffisamment enrichies pour une jurisprudence abondante et divers développements de l'auteur. Cette prouesse scientifique mérite, à mon humble avis, d'être signalée. Mesdames et messieurs, tous les éléments quantitatifs présentés sont autant d'indicateurs objectifs de l'appréciation que nous faisons de l'ouvrage dans la forme. Son volume justifie son importance. Il y a lieu à présent de décortiquer ce traité des crimes internationaux dans son contenu. Sur le plan du fond, je vais présenter les contenus de l'ouvrage. Et à la fin, je vais me permettre de vous inviter à consommer cet ouvrage sans modération. En ce qui concerne le contenu, le général auteur nous emmène dans les méandres du droit applicable en matière de crimes internationaux. Et pour cela, il a développé ses théories sur 5 grandes articulations comme ci-dessous. Mais bien avant les 5 articulations, dans l'introduction de 10 pages, l'ouvrage présente d'abord l'évolution de la justice pénale internationale et la nécessité d'intériorisation des normes juridiques internationales. Il s'agit concrètement d'une exhortation à l'internalisation des normes juridiques applicables en matière de crimes internationaux sous examen. Ensuite, il dégage des sources du droit international pénal avant de souligner le respect des droits de l'homme. Enfin, il développe le parcours suivi par les crimes internationaux en droit congolais, en commençant par l'ordonnance loi de 1972, en passant par la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, puis par la loi numéro 13/011-B 11 avril 2013, mais également les lois numéro 15 022 023 024 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le code pénal militaire et le code de procédure pénale. Notons que dès l'entame, c'est-à-dire ici à l'introduction, l'auteur nous plonge dans les débats de l'exclusive compétence ou non des cours d'appel en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Intéressé par la question, le présentateur apprécie à sa juste valeur la prudence de l'auteur, mais surtout la pertinence de ses arguments. L'ayant conduit à faire état de la postériorité des différents textes applicables en la matière, notamment de la loi du 15 mars 2017 modifiant et complétant le code judiciaire militaire. Juste pour cela, il y a véritable intérêt à lire ne fût-ce que l'introduction. Dans la première partie, traitant des principes régissant les poursuites et pour la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le document énonce le principe de la légalité, en affirmant son importance, aussi bien en droit pénal interne des États qu'en droit international. Et il illustre
son application devant les juridictions. Cette question paraît d'intérêt capital. Et lorsqu'on parcourt aujourd'hui la doctrine, on se rend compte qu'il y en a qui, sur la question de la légalité, compte tenu de la multiplicité des textes et de leur diversité, préfèrent plutôt utiliser l'expression normativité ou textualité. Le document indique l'impact du principe sus-évoqué sur l'œuvre jurisprudentielle. Toujours dans la première partie, l'ouvrage examine les règles de la responsabilité pénale. Dès lors, il analyse également la responsabilité individuelle comme résultant tantôt de la planification, tantôt de la commission effective, comme le développe assez précisément l'article 25 du statut de Rome. Au niveau interne, souligne l'ouvrage, la volonté du législateur d'avoir consacré en la matière une responsabilité pénale exclusive de la personne physique est indiquée. Comme on le sait, cette question également est très disputée dans la doctrine congolaise. Il importe que le législateur adopte la position qu'il faut pour permettre aux justiciers de prendre convenablement et correctement à charge les êtres moraux, les personnes morales impliquées dans les crimes internationaux. L'ouvrage évoque en matière de crimes des solutions prescrites par le législateur à travers le code judiciaire militaire tel que modifié en 2017. Tous les espoirs semblent permis pourvu que l'auteur soit donc entendu. Dans la deuxième partie, l'ouvrage examine l'action complémentaire de la Cour pénale internationale. Il procède par un regard critique sur la nature complémentaire de cette juridiction et l'éventuelle symbiose entre les normes du statut et les lois nationales. Il approfondit la portée du principe de la complémentarité en rapport avec l'adage « ne bis in idem ». En lisant tranquillement l'ouvrage, il est difficile de ne pas être emporté par la critique faite par l'auteur sur un possible examen par la CPI d'une affaire déjà jugée par une juridiction nationale. La Cour pénale internationale se présentant ainsi comme une juridiction suprême des juridictions suprêmes des États. Dans la troisième partie, l'ouvrage que nous célébrons ce jour présente l'itinéraire judiciaire à risque pour les incriminés. Il considère à raison que le parcours suivi tout au long du procès pénal est jonché d'innombrables risques. D'abord, au niveau de l'enquête préliminaire, à travers la vicieuse mise en application des textes de référence. Ensuite, sur la maximisation des charges à l'encontre des personnes mises en cause. Il y a des risques également à l'instruction préjuridictionnelle ou préparatoire, ainsi qu'à l'instruction juridictionnelle. L'ouvrage fustige notamment les périlleuses manifestations d'une formation déficiente des magistrats et l'inefficacité de contrôle sur les magistrats instructeurs concourant au renforcement de son image du boulot. Fort heureusement que face à ce tableau sombre, compte tenu des risques à tous les niveaux du procès, l'ouvrage apporte sur plus de 20 pages des propositions qu'il conviendra de découvrir par la lecture. Dans la quatrième partie, l'ouvrage du général Laurent Moutata Baba porte sur les conflits armés par procuration subis par notre pays. D'une part, l'ouvrage souligne la nécessité de respecter les normes impératives du droit international humanitaire en présentant la genèse de l'objet du droit des conflits armés et du droit international humanitaire, en fixant la limitation du champ d'application du droit international humanitaire et en dégageant
les points de rapprochement entre le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme. Quelle richesse! D'autre part, ce document procède par un regard critique sur les groupes armés qu'il qualifie des structures de perpétration des violations massives des droits et libertés fondamentaux des humains. Assez méticuleusement et très prudemment, mais surtout justement, l'analyse développe la spirale ascendante de la criminalité massive sur les portions territoriales occupées par les groupes armés. Avec une précision propre à un expert de la drogue de l'auteur, le document énumère les types de groupes armés se trouvant à l'est de la République démocratique du Congo. Il présente 4 facteurs de leur prolifération. Il fustige encore les différences récurrentes de la communauté internationale et la négation de la vérité sur l'aliénabilité de la souveraineté de la RDC et sur la protection des droits et libertés fondamentaux des Congolais. Ce document estime, enfin, que l'escalade de la violence à répétition est entretenue dans la partie est du Congo par le blanchiment des capitaux, contre lequel elle formule quelques pistes de solutions tant au niveau national, régional qu'international. Dans la 5e et dernière partie, couvrant les 363 pages, le livre qui sera bientôt porté sur les fonds baptismaux analyse de façon très détaillée les crimes portés par le statut de la Cour pénale internationale et partiellement par le droit congolais. Faisons une analyse du droit pénal spécial. Cette partie de l'ouvrage examine tour à tour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Elle s'intéresse à leurs évolutions, leur contenu, leurs environnements et leur régime répressif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de finir mon propos sur un ton de fleurs à l'endroit de l'auteur de cette œuvre que j'ai lue et que je vous prie de lire. Je voudrais citer à nouveau le général Laurent Mutata, lui qui, comme d'habitude, dans de tels exercices, a pris son temps, déjà qu'il n'en a pas assez, s'est sacrifié dans la dure épreuve de la solitude de la rédaction et dans les incertitudes des réflexions pour nous proposer cet ouvrage que nous célébrons ce jour. Juriste militaire de carrière, le général Laurent Mutata est originaire de la collectivité de Balkwamouba en territoire de Kandashika dans la province de Lomami. Il est marié à Bernadette Bijou Kora.
totalement à c'est une ambition nucléaire plutôt en bas dans c'est en 72. À l'université de Kinshasa en 1985, le général Laurent Mutata Luamba On reçut dans le développement de l'Ouest, je suis resté là pendant environ 4 ans. général et du droit criminel en particulier, le général Laurent Mutata. Il a contribué à la formation des magistrats civils et militaires, des avocats et des structures des Nations Unies et d'autres structures indépendantes internationales et locales. Brillant analyste, le général Laurent Mutata Luamba a consacré plusieurs recherches sur le droit. Et il a également assumé plusieurs fonctions en tant que chargé de cours à l'université de Cameroun en 2004. L'ouvrage dit cette personne. Et cette personne, moi, c'est près de 2500 femmes. On s'excuse pour le désagrément. C'est l'image. Elle n'a pas pu voir l'image parce qu'elle est dans l'image. Je vais m'assurer personnellement pour vous faire parvenir cet élément. Nous invitons donc Madame. Troisième édition qui arrive au moment où la République démocratique du Congo a grandement besoin de toi. J'espère qu'à travers toi, qu'avec toi, les crimes et les conflits armés perpétrés en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde trouveront plus répondants, solides, à travers les solutions qui sont préconisées dans les pages de l'ouvrage. Déportant sur les fonds baptismaux, je te souhaite plein succès. Bon ouvrage et de très sincères félicitations à son auteur. Compte bancaire pour appuyer financièrement l'impression de cet ouvrage. Il veut bien trouver ici notre profonde gratitude. Ensuite, je voudrais m'adresser à Madame la première présidente du Conseil d'État qui a spontanément accédé à notre demande de pouvoir baptiser ce livre en dépit de ses lourdes charges professionnelles. Nous la remercions sincèrement et infiniment. Nous remercions également tous les collègues et tous les invités qui ont pu répondre présents à ce menu juridique en dépit également de leurs charges multiples. Madame la première présidente du Conseil d'État, messieurs les invités, mesdames les invités, je voudrais pour terminer interpeller les acteurs judiciaires par rapport aux lois de cette République qui ont été édictées récemment. Les lois de décembre 2022. Le professeur présentateur, que je remercie aussi, je dois l'avoir oublié, et pourtant, il a spontanément, en dépit des désagréments qui devraient intervenir dans cette affaire, dans cette cérémonie, parce qu'il n'était pas le premier visé pour la présentation de ce livre, son collègue ayant été appelé à des déplacements pour des charges académiques. Il a dû également spontanément accepter d'assumer cette charge dans les limites vraiment restreintes de l'exercice d'une activité scientifique. Je le remercie sincèrement. J'allais l'oublier. Il veut bien me pardonner. Je reviens à cette loi, et c'est cette loi surtout sur les principes fondamentaux relatifs à la protection
et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Parce que, en discutant dernièrement avec un collègue, il a semblé me dire qu'il n'était même pas au courant de l'existence de cette loi. Je voudrais seulement dire que cette loi interdit aux magistrats du parquet d'accorder la liberté provisoire aux personnes poursuivies pour les violences sexuelles liées au conflit et pour les crimes de masse liés au conflit. Et elle a un effet rétroactif, c'est-à-dire elle prend toutes les situations qui datent de 1993. Donc, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, on ne peut pas accorder des libertés provisoires aux inculpés. Mais aussi, cette loi favorise les victimes dans les mesures ou les mesures de protection prises en faveur des victimes. Il est interdit de soumettre les victimes à la consignation de frais pour se constituer partie civile. Je le dis parce que je suis dans un procès où j'ai vu le collectif de la défense s'empoigner avec le collectif de la partie civile au sujet des frais de consignation, de constitution de partie civile. Ces frais n'existent plus en ce qui concerne les victimes des faits infractionnels ou criminels liés au conflit. Pour terminer, il y a une définition qui est sujette à caution dans cette loi, une définition sur le conflit, où le législateur consacre la possibilité de survenance des crimes de masse par rapport à cette définition qui nous ramène plutôt aux tensions internes et aux troubles internes. Ici, c'est une interpellation des acteurs judiciaires par rapport à cette définition de la loi qui ne cadre pas avec celle du statut de Rome ou des conventions de Genève. Nous risquons de commettre des erreurs lorsque nous pouvons nous référer à cette définition sur le conflit parce que nous sommes dans ce que les experts du CICR appellent les situations d'urgence, qui ne sont que des tensions internes et des troubles internes, même si il y a eu des affrontements armés où l'armée intervient, où la police intervient avec des armes. Je voudrais que l'on soit un peu attentif par rapport à ça, parce que il peut être commis probablement le génocide, il peut être commis probablement les crimes contre l'humanité, mais les crimes de guerre ne peuvent pas être envisagés dans ces genres de situations ou les crimes d'agression. Je vous remercie pour tout et je vous remercie pour votre attention. Merci et merci infiniment.